Salut à tous, bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer de calculer les réactions aux appuis. Pour cela, il demande beaucoup de patience. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner. Soyez patient du début jusqu'à la fin pour profiter. Dans cette présentation, nous allons voir comment calculer les réactions d'appui d'une structure isostatique. Un corps est dit en équilibre statique lorsqu'il demeure immobile sous l'action des diverses forces qui le sollicitent. Donc, ce sera évidemment le cas de toutes les structures que nous allons analyser. Pour être en équilibre statique, un corps doit satisfaire deux conditions d'équilibre. La première condition est une condition d'équilibre en translation. Ça signifie que la somme vectorielle des forces doit être nulle. Et la deuxième condition est une condition d'équilibre en rotation. Ça signifie que le moment doit être nul en tout point de l'espace. En ce qui concerne l'équilibre translationnel, on peut dire que si la résultante vectorielle des forces qui s'exercent sur un corps n'est pas nulle, ce corps subira un mouvement de translation dans la direction de la force résultante. Donc schématiquement, on voit ici un corps qui est représenté par un carré sur lequel s'exerce une force résultante qui est représentée par le vecteur, ici illustré en rouge. Donc, cette force-là va faire en sorte que le corps va se déplacer dans la direction de la force. Donc, pour qu'un corps soit en équilibre statique, il faut absolument que la résultante des forces soit nulle. Il nous faut maintenant introduire la notion de moment de flexion. En fait, le moment de flexion résulte d'une force qui tend à faire tourner un objet autour d'un point. Donc, nous avons ici représenté schématiquement à droite de l'écran un point de l'espace A et une force F. Donc, la force F va exercer un moment de flexion par rapport aux forces A qui va tendre à créer une rotation. Donc, le moment de flexion va être égal à la force F, qui va être exprimée en kN, multiplié par ce qu'on va appeler son bras de levier. Le bras de levier, c'est la distance entre la force F et le point A. Donc, pour trouver le point de levier, on va tracer une droite qui passe par le point A et qui est perpendiculaire à l'axe de la force. Donc, qui fait un angle de 90 degrés par rapport à l'axe de la force. Et la distance entre le point A et cet axe-là va être égale au bras de levier. Donc, le moment va se mesurer en kN/m, c'est une force fois une distance. Et on va adopter la convention de signe suivante. Donc, on va dire que le moment est positif s'il entraîne une rotation dans le sens anti-horaire et que le moment est négatif s'il entraîne une rotation dans le sens horaire. Pour le cas qui est illustré à l'écran, on aurait un moment de force négatif car la force illustrée ici en rouge, F, va tendre à causer une rotation dans le sens horaire par rapport au point A. Donc, on a que le moment de flexion M est égal à la force F fois D, le bras de levier. Intéressons-nous maintenant à l'équilibre rotationnel. Si un corps est soumis à une force F qui possède un bras de levier D par rapport à un point quelconque de l'espace, qu'on a appelé le point A ici sur l'illustration à l'écran, cette force produira un moment qui est égal à la force F fois le bras de levier D, et qui aura pour conséquence de faire tourner le corps autour du point A. Donc, si on regarde l'illustration à l'écran, on a un corps qui est soumis à une force F qui fait un bras de levier D par rapport à un point A de l'espace. Donc, sous l'action de la force F, le corps va subir un mouvement de rotation autour du point A en suivant la trajectoire illustrée ici en pointillé rouge. Donc, sous l'action de la force F, notre corps va subir une rotation autour du point A. Donc, pour qu'un corps soit en équilibre statique, il faut absolument que la sommation des moments soit nulle par rapport à n'importe quel point de l'espace. Autrement, le corps va subir une rotation. Par commodité, il est souvent avantageux de décomposer les forces en deux composantes orthogonales, c'est-à-dire une composante verticale et une composante horizontale. Dans ces conditions, un corps va être en équilibre statique s'il satisfait les trois conditions suivantes. Donc, la première condition veut que la somme des forces horizontales soit nulle. La deuxième condition veut que la somme des forces verticales soit nulle. Et la troisième condition veut que la somme des moments soit nulle. On va également adopter
la convention de signe suivante. En ce qui concerne les forces verticales, on va considérer qu'elles sont positives lorsqu'elles sont dirigées vers le haut et négatives lorsqu'elles sont dirigées vers le bas. Pour les forces horizontales, on va considérer qu'elles sont positives lorsqu'elles sont dirigées vers la droite et négatives lorsqu'elles sont dirigées vers la gauche. Et dans le cas des moments, comme nous l'avons dit précédemment, on va considérer qu'ils sont positifs lorsque la rotation se fait dans le sens anti-horaire et négatifs lorsque la rotation se fait dans le sens horaire. Avant de poursuivre, on peut définir 3 conditions d'appui ainsi que les symboles qui sont généralement utilisés pour les représenter. Donc, dans un premier cas, on a ce qu'on appelle un appui simple. Dans le cas d'un appui simple, la translation est empêchée dans une direction. Donc, sur l'illustration qui est à l'écran, la translation est empêchée dans l'axe vertical. Donc, on a une seule réaction d'appui qui est représentée en rouge ici, par la flèche rouge ici à l'écran, donc qui est une réaction d'appui verticale. Le deuxième cas, c'est lorsqu'on va avoir un appui double. Donc, dans le cas d'un appui double, la translation est empêchée dans 2 directions orthogonales, donc la direction verticale et horizontale sur l'illustration à l'écran, et on va, en conséquence, avoir 2 réactions d'appui, une réaction d'appui horizontale, une réaction d'appui verticale. Le troisième cas, c'est un encastrement. Dans le cas d'un encastrement, la translation est toujours empêchée dans 2 directions orthogonales, mais en plus, la rotation de la structure est également empêchée par rapport à ce point-là. Donc, on a 3 réactions d'appui. On a nos 2 réactions verticales et horizontales qui sont représentées par des flèches. Et on a un moment d'encastrement qui est représenté ici par l'arc de cercle avec la flèche en rouge, qui empêche la rotation à cet endroit-là. L'équilibre statique n'est atteint que lorsqu'on satisfait 3 conditions d'équilibre que l'on a définies précédemment, c'est-à-dire la sommation des forces horizontales égale à 0, la sommation des forces verticales égale à 0 et la sommation des moments par rapport à n'importe quel point égale à 0. Donc, dans ces conditions, on peut définir 3 types de structures. Tout d'abord, on va avoir les structures qui sont dites instables. Dans ce cas-là, ces structures possèdent moins de 3 réactions d'appui. Donc, si on a moins de 3 réactions d'appui, ça signifie qu'il n'existe aucune combinaison de réactions d'appui qui puisse assurer l'équilibre statique de la structure. Et donc, notre structure est instable, notre structure va bouger. Le deuxième cas, qui est le cas qui va nous intéresser dans le cours, c'est les structures isostatiques. Dans le cas des structures isostatiques, la structure possède 3 réactions d'appui. Donc, il existe une et une seule combinaison de réactions d'appui qui assure l'équilibre statique de la structure et on va être capable de les trouver par calcul. Le dernier cas, c'est les structures qu'on va appeler les structures hyperstatiques. Dans ce cas-là, les structures possèdent plus de 3 réactions d'appui. Donc, il existe plusieurs combinaisons de réactions d'appui qui peuvent assurer l'équilibre statique de la structure. Donc, il existe des méthodes pour déterminer les réactions d'appui dans les structures hyperstatiques, mais pour le présent cours, on ne va pas aborder ces méthodes-là, on va se limiter uniquement aux structures isostatiques. Donc, en ce qui nous concerne, lorsque les structures sont hyperstatiques, avec les notions qu'on va voir dans le cours, on va être incapable de déterminer leur réaction d'appui. Donc, à l'écran ici, on voit un exemple de poutre hyperstatique, c'est-à-dire une poutre qui possède plus d'appui que nécessaire. Dans le cas présent, on a 4 réactions d'appui, on a 3 réactions d'appui verticales et une réaction d'appui horizontale qui sont représentées par les flèches bleues. On s'aperçoit qu'on pourrait enlever une de ces réactions d'appui-là et que la structure serait toujours stable. Par exemple, on pourrait enlever l'appui au centre de la poutre et notre poutre serait toujours en équilibre statique. On a un deuxième exemple aussi où on a une poutre isostatique, c'est-à-dire c'est une poutre qui possède juste le bon nombre d'appuis nécessaires. Donc dans ce cas-là, on voit qu'on a 3 réactions d'appui. On a les 2 réactions d'appui verticales et la réaction d'appui horizontale qui sont représentées par les 3 flèches bleues. Donc cette poutre-là est en équilibre statique, mais on constate que si on enlevait une réaction d'appui, la structure à ce moment-là n'est plus en équilibre statique, la structure bougerait. Et finalement, on a le dernier cas, le cas d'une structure instable. On a un exemple ici en bas de l'écran d'une poutre instable car elle possède moins que 3 réactions d'appui. Donc, dans ce cas-là,
On a deux réactions d'appui, une réaction d'appui verticale et une réaction d'appui horizontale qui sont représentées par les flèches bleues. Mais on n'a pas d'encastrement, ce qui signifie que la charge va exercer un bras de levier. La charge qui est représentée en rouge va exercer un bras de levier par rapport à l'appui. Et cette poutre-là n'est pas en équilibre statique. Cette poutre-là bougerait. Cette poutre-là aurait un moment de rotation, en fait, horaire par rapport au point d'appui. Donc, elle est instable. Donc, c'est les trois types de conditions qu'on va rencontrer en structure. Il me faut maintenant faire une mise en garde pour dire que les méthodes graphiques qui font l'objet du cours ne sont valides que pour les structures isostatiques. Par contre, les logiciels d'analyse comme DrBeam Pro et Visual Analysis peuvent prendre en compte des structures hyperstatiques et lorsque vous allez réaliser le projet à la fin de la session, en utilisant ces logiciels-là, vous pourrez évidemment concevoir des structures hyperstatiques si vous le souhaitez. Nous allons maintenant faire un premier exemple en calculant les réactions d'appui pour une poutre simplement appuyée. On veut donc calculer les réactions d'appui pour la poutre qui est illustrée à l'écran. Donc on voit que c'est une poutre simplement appuyée qui soutient trois charges concentrées. La première étape consiste à dessiner le diagramme de corps libre et d'identifier les réactions d'appui. Donc, c'est ce qu'on voit à l'écran. Donc, on remarque qu'on a trois réactions d'appui, ce qui signifie que la structure est isostatique. Nos trois réactions d'appui, c'est une réaction horizontale à l'appui gauche, qu'on va appeler H, une réaction verticale à l'appui gauche aussi, qu'on a appelé V indice 1, et une réaction verticale à l'appui droit, qu'on a appelé V indice 2. On peut facilement trouver la valeur de H. En effet, puisque la sommation des forces horizontales doit être nulle et que la structure n'est soumise à aucune force externe horizontale, on en conclut facilement que H doit être égal à 0. On pourrait utiliser la seconde condition d'équilibre qui veut que la sommation des forces verticales soit égale à 0, mais comme il y a deux forces verticales inconnues, V1 et V2, il nous est impossible de trouver directement l'une de ces deux forces. C'est pourquoi on va plutôt avoir recours à la troisième condition d'équilibre qui veut que la sommation des moments par rapport à n'importe quel point de l'espace soit nulle. Pour éviter d'avoir deux forces inconnues dans notre équation, nous allons choisir un point qui est situé soit dans l'axe de V1, soit dans l'axe de V2. C'est les deux axes qui sont représentés en bleu sur le diagramme, donc l'axe A qui passe par V1 et l'axe B qui passe par V2. Puisque le bras de levier de l'une de ces forces sera alors nul, il nous restera seulement une inconnue dans notre équation. Donc, on pourrait calculer les moments par rapport à n'importe quel point situé soit sur l'axe A, soit sur l'axe B, pour trouver une des deux forces inconnues. On pourrait, par exemple, calculer le moment par rapport au point A qui est représenté à l'écran et qui est situé dans le prolongement de la force inconnue V1. Puisque la sommation des moments par rapport à ce point A doit être égale à 0, on trouve alors l'expression suivante. On trouve que la sommation des moments par rapport au point A, c'est égal à V1, la réaction d'appui inconnue à gauche, fois son bras de levier. Dans ce cas-là, son bras de levier est nul, son bras de levier est égal à 0. Donc on a V1 fois 0. Ensuite, on a la première charge externe de 10 kN qui a un bras de levier de 4 mètres par rapport au point A, donc qui va produire un moment de flexion égal à 10 kN fois 4 mètres par rapport au point A. Dans ce cas-là, ce moment de flexion-là va entraîner une rotation horaire par rapport au point A. Donc, selon notre convention de signe, ça va nous donner un moment négatif. Donc, on va avoir une deuxième expression dans notre équation qui va être moins 10 kN fois 4 mètres. Si on regarde maintenant la deuxième charge externe de 20 kN, on s'aperçoit que cette charge-là a un bras de levier de 6 mètres par rapport au point A. Donc, elle va produire un moment qui est égal à 20 kN fois 6 mètres avec une rotation dans le sens horaire. Donc, ça va nous donner aussi un moment de flexion négatif. Donc, le troisième terme de notre équation va être égal à moins 20 kN fois 6 mètres. On prend ensuite la troisième force externe de 30 kN. Cette force-là a un bras de levier de 9 mètres par rapport au point A et produit aussi une rotation dans le sens horaire. Donc, elle va nous donner un moment négatif de 30 kN fois 9 mètres qui est le
quatrième terme de notre équation. Et enfin, on a la réaction d'appui inconnu V2 à droite de la poutre qui fait un bras de levier de 12 mètres par rapport à A et qui va produire une rotation dans le sens anti-horaire dans ce cas-là. Donc, ça va nous donner un moment positif qui va être égal à V2 fois 12 mètres, qui est le dernier terme de notre équation. Puis tout ça, on veut que ce soit égal à 0. Donc maintenant, si on isole V2 dans cette équation-là, on va trouver facilement que V2 va être égal à 40 plus 120 plus 270 kN/m, qui correspond en fait aux 3 moments de flexion générés par les 3 charges externes, divisé par 12 mètres, qui est le bras de levier de notre réaction d'appui V2. Donc en faisant ce calcul-là, on va trouver que V2 est égal à 35,83 kN. Maintenant, puisque la sommation des forces verticales doit être nulle, on peut trouver facilement la dernière force inconnue V1 en faisant la sommation verticale des forces sur notre poutre. On a donc que la sommation des forces verticales est égale à V1, qui est positif parce qu'elle est orientée vers le haut, selon ce qu'on a illustré sur notre diagramme de corps libre, moins la charge externe de 10 kN, c'est une charge négative parce qu'elle est dirigée vers le bas, moins 20 kN, moins 30 kN, plus la réaction d'appui V2 qu'on a trouvée précédemment, qui est égale à 35,83 kN, et tout ça doit être égal à 0. Si on isole V1 dans cette équation, on va trouver que V1 est égal à 10 plus 20 plus 30 moins 35,83 kN. Donc, V1 est égal à 24,17 kN. Pour s'assurer que nous ne sommes pas trompés à nos calculs, on pourrait vérifier que la sommation des moments par rapport au point B, illustré ici à droite de la poutre, est bien nulle. Donc, si on fait la sommation des moments par rapport au point B, on voit qu'on a la réaction d'appui de 24,17 kN à gauche de la poutre, qui a un bras de levier de 12 mètres et qui crée une rotation dans le sens horaire par rapport au point B, donc qui crée un moment négatif de moins 24,17 kN fois 12 mètres. On a les 3 réactions d'appui externe de 10, de 20 et de 30 kN fois leurs bras de levier respectifs de 8, de 6 et de 3 mètres qui vont créer une rotation dans le sens anti-horaire par rapport à B, donc qui vont donner des moments positifs. C'est les 3 termes suivants, donc on a plus 10 kN fois 8 mètres, plus 20 kN fois 6 mètres et plus 30 kN fois 3 mètres. Puis finalement, on a la dernière réaction d'appui, 35,83 kN, dont le bras de levier est nul, donc qui va nous donner un moment nul. Le moment va être égal à 35,83 fois 0. Donc si on fait ce calcul-là, on va obtenir 0, donc ce qui confirme que la sommation des moments au point B est bien nulle et que notre poutre est en équilibre statique. On pourrait faire la sommation des moments par rapport à n'importe quel autre point de l'espace. On pourrait par exemple prendre un point situé au centre de la poutre, et si on fait la sommation des moments à ce point-là, ben le moment va également être nul. Par définition, si la poutre est en équilibre statique, le moment est nul par rapport à n'importe quel point de l'espace. Je vais profiter de cet exemple pour introduire une autre notion qui va souvent être utile dans l'analyse des structures, qui est la notion de force résultante équivalente. En effet, lorsqu'on va calculer les réactions d'appui d'une structure, on peut toujours remplacer un ensemble de forces par une force résultante équivalente qui va avoir le même effet à 2 conditions. La première condition, c'est que la force résultante soit égale à l'addition vectorielle des autres forces. Et la deuxième condition, c'est que la force résultante soit placée le long d'un axe qui fait en sorte que le moment que cette force-là va exercer sur un point donné de l'espace va être exactement le même que la sommation des moments qui vont être exercés par chacune des forces individuelles. Pour la poutre de l'exemple précédent, on peut donc remplacer les 3 charges externes par une force résultante équivalente. Donc, cette force-là va être obtenue, comme on l'a mentionné, par l'addition vectorielle des 3 forces individuelles. Donc, on a ici à l'écran représenté l'addition vectorielle des 3 charges externes, la charge de 10 kN, de 20 et de 30 kN. Ce sont 3 charges verticales orientées vers le bas. Donc, on pourrait remplacer ces 3 charges individuelles-là par une force résultante de 60 kN qui serait également orientée vers le bas.
La force résultante équivalente doit produire le même moment de rotation que l'ensemble des trois forces individuelles sur n'importe quel point de la poutre. La position de l'axe par lequel passe cette force résultante va donc pouvoir être obtenue en faisant la sommation des moments par rapport à un point quelconque de la poutre. Dans cet exemple, j'ai choisi d'utiliser le point A qui est au-dessus de l'appui gauche de la poutre et qui est représenté ici sur l'illustration à l'écran. Donc, si je remplace le diagramme de corps libre qui est affiché actuellement à l'écran et qui montre les trois charges individuelles par un diagramme de corps libre d'une poutre équivalente où je remplace mes trois charges individuelles par ma force résultante équivalente, ben, dans les deux cas, il va falloir que la sommation des moments par rapport au point A donne le même résultat. Donc, si je fais justement la sommation des moments par rapport au point A et que je considère mes trois forces individuelles qui sont représentées sur l'illustration en haut à droite de l'écran, ben, je vais avoir que par rapport au point A, ma force de 10 kN va avoir un bras de levier de 4 mètres et va produire une rotation dans le sens horaire. Donc, ça va me donner un moment de moins 10 kN fois 4 mètres. Ma charge de 20 kN a un bras de levier de 6 mètres et produit également une rotation horaire. Donc, ça va me donner un moment de moins 20 kN fois 6 mètres. Et ma troisième charge de 30 kN a un bras de levier de 9 mètres et produit aussi une rotation dans le sens horaire. Donc, ça va me donner un moment de moins 30 kN fois 9 mètres. Donc, je vais additionner ces trois moments-là pour avoir l'effet combiné de mes trois charges individuelles au point A. Si je regarde maintenant le diagramme de corps libre qui est illustré en bas à droite de l'écran avec ma charge résultante équivalente, ben, j'ai une force de 60 kN qui va être placée à une distance D du point A et qui va produire un moment de 60 kN fois D et qui, ce moment-là, va aussi être négatif parce qu'il produit une rotation dans le sens horaire. Donc, si je regarde la sommation de mes moments, la sommation de mes moments doit également être égale à moins 60 kN fois D. Donc, si je regarde l'équation qui est actuellement écrite à l'écran, j'ai une seule inconnue qui est D. Donc, en isolant D dans cette équation-là, je vais trouver facilement que D va être égal à 40 plus 120 plus 270 kN/m divisé par 60 kN. Donc, ça va me donner un bras de levier de 7,17 mètres. Donc, je vais en conclure que je peux remplacer mes trois charges individuelles de 10, 20 et 30 kN par une force résultante équivalente de 60 kN qui serait placée à une distance de 7,17 mètres à partir de l'appui gauche de la poutre. Pour compléter les démonstrations, je vais maintenant calculer les réactions d'appui en utilisant le diagramme de corps libre qui est illustré à la figure ici à l'écran, où j'ai remplacé mes trois charges individuelles par la force résultante équivalente. Donc, si je calcule la sommation des moments par rapport au point A, par exemple, qui est un point situé au-dessus de l'appui gauche de la poutre, bien, je vais avoir que ma charge externe de 60 kN va créer un moment qui est égal à 60 kN fois le bras de levier, 7,17 mètres, et que ce moment-là va être négatif car il produit une rotation dans le sens horaire par rapport au point A. Et je vais avoir également ma réaction d'appui V2 qui a un bras de levier de 12 mètres par rapport au point A et qui va produire un moment positif égal à V2 fois 12 mètres car la rotation est dans le sens anti-horaire. Donc tout ça doit être égal à 0. Donc si j'isole V2 dans cette équation, bien, je vais trouver que V2 va être égal à 60 kN fois 7,17 mètres divisé par 12 mètres. Donc, la réaction d'appui V2 va être égale à 35,85 kN. Pour trouver la réaction d'appui V1, ben, je vais simplement faire la sommation des forces verticales. Donc, en faisant la sommation des forces verticales, je vais avoir V1 moins 60 kN, la charge externe qui est dirigée vers le bas, plus 35,85 kN qui correspond à mes réactions d'appui V2 dirigées vers le haut. Donc, tout ça doit être égal à 0. Si j'isole V1 dans cette équation, bien, je vais trouver que V1 est égal à 60 moins 35,85.
Donc, ma réaction d'appui V1 est égale à 24,15 kN. Si je compare aux réactions d'appui que j'ai obtenues précédemment en utilisant les trois charges individuelles, je vais constater qu'on obtient exactement les mêmes réactions d'appui si on néglige une petite différence de 0,02 kN qui est simplement causée par une petite erreur d'arrondi sur la longueur des bras de levier. Ici, j'ai limité à 2 chiffres après le point, là, la valeur du bras de levier pour la charge de 60 kN. Donc, dans la suite du cours, on va voir que c'est souvent avantageux de remplacer justement une série de charges par une force résultante équivalente qui va nous permettre là, de simplifier les calculs et l'analyse de la structure. Comme deuxième exemple du calcul des réactions d'appui dans une structure, nous allons considérer le cas d'un treillis isostatique. C'est ce qui se produit avec notre structure qui contient en effet une singularité qui la rend isostatiques. Cette singularité vient du fait qu'on considère que chacun des nœuds de la structure est rotulé, ce qui signifie que chacune des membrures ne peut transmettre que des efforts axiaux, soit des efforts de tension ou de compression. Si on regarde le diagramme de corps libre qui est illustré en haut à gauche de l'écran, on remarque que puisque la membrure A ne transmet qu'un effort axial à l'appui, la réaction d'appui correspondante doit forcément être dans l'axe de la membrure. Donc, on peut remplacer les réactions d'appui inconnues H2 et V2 par une seule force résultante équivalente qu'on va appeler F2 et qui va être orientée dans l'axe de la membrure A. Donc, en faisant ça, on va obtenir un nouveau diagramme de corps libre qui est celui qui est illustré en bas à gauche de l'écran, qui cette fois-ci ne montre que trois réactions d'appui inconnues, V1 et H1 à l'appui inférieur et F2 à l'appui supérieur, donc ce qui signifie que cette structure est bien isostatique. Il arrive qu'une structure comporte ce que l'on appelle des singularités qui lui imposent certaines contraintes et qui font en sorte que cette structure, qui théoriquement devrait être hyperstatique, est en fait isostatique. C'est ce qui se produit avec notre structure qui contient en effet une singularité qui la rend isostatique. Cette singularité vient du fait qu'on considère que chacun des nœuds de la structure est rotulé, ce qui signifie que chacune des membrures ne peut transmettre que des efforts axiaux, soit des efforts de tension ou de compression. Si on regarde le diagramme de corps libre qui est illustré en haut à gauche de l'écran, on remarque que puisque la membrure A ne transmet qu'un effort axial à l'appui, la réaction d'appui correspondante doit forcément être dans l'axe de la membrure. Donc, on peut remplacer les réactions d'appui inconnues H2 et V2 par une seule force résultante équivalente qu'on va appeler F2 et qui va être orientée dans l'axe de la membrure A. Donc, en faisant ça, on va obtenir un nouveau diagramme de corps libre qui est celui qui est illustré en bas à gauche de l'écran, qui cette fois-ci ne montre que trois réactions d'appui inconnues, V1 et H1 à l'appui inférieur et F2 à l'appui supérieur, donc ce qui signifie que cette structure est bien isostatique. La façon la plus simple de calculer les réactions d'appui consiste à prolonger les axes par lesquels passent les forces inconnues et à identifier un point de jonction entre deux de ces axes. Donc ici, à droite de l'écran, on a le diagramme de corps libre sur notre structure. Donc, je pourrais rajouter, par exemple, ici, la ligne pointillée en bleu, qui est l'axe par lequel passe la réaction d'appui V1. Et je peux lui ajouter ici une autre ligne pointillée en bleu qui correspond à l'axe par lequel passe la réaction d'appui H1. Donc, le point de jonction entre ces deux axes-là est le point A, ici illustré à l'écran. Donc, ça signifie que si je fais la sommation des moments par rapport au point E, le bras de levier des forces inconnues V1 et H1 va être nul. Donc, dans mon équation, je vais avoir une seule inconnue qui va être la force F2. Je pourrais trouver d'autres points qui vont rencontrer les mêmes critères. Je pourrais, par exemple, ici, mettre une ligne en pointillé bleu qui est le prolongement d'un axe qui passe par ma réaction inconnue H1. Je pourrais mettre une autre ligne pointillée en bleu qui est dans l'axe de ma force inconnue F2.
Et à la jonction de ces deux axes-là, je vais avoir le point B. Donc, ça signifie que si je calcule la sommation des moments par rapport au point B, le bras de levier de l'effort inconnu H1 et de l'effort inconnu F2 va être nul. Donc, il va me rester une seule inconnue dans mon équation qui va être la force inconnue V1. Et finalement, je pourrais trouver un autre point qui rencontre ces critères. Donc ici, je peux placer une ligne pointillée dans l'axe de ma force V1. Je peux placer une autre ligne pointillée en bleu dans l'axe de ma force inconnue F2. Et à la jonction de ces deux axes-là, je vais avoir le point C. Donc, si je calcule la sommation des moments par rapport au point C, je vais avoir que le bras de levier de la force inconnue V1 et de la force inconnue F2 va être nul. Donc, dans mon équation, il va me rester seulement un inconnu qui est la force horizontale H1. Donc, je m'aperçois que les points A, B et C sont tous trois à la jonction entre deux de ces axes et que si je calcule la sommation des moments par rapport à un de ces trois points-là, je vais pouvoir obtenir directement une des trois forces inconnues. Inversement, si je fais la sommation des moments sur n'importe quel autre point de ma structure, je vais avoir une équation dans laquelle je vais avoir deux inconnus au moins, et à ce moment-là, je ne pourrai pas trouver directement une de mes réactions inconnues. Donc, nous avons choisi de faire la sommation des moments par rapport au point B. On a choisi le point B, d'une part parce que ce point est situé sur le prolongement des forces H1 et F2, ce qui élimine ces deux forces-là et ce qui nous laisse une seule inconnue V1. Mais on a choisi aussi le point B parce qu'il est dans le prolongement de la force externe de 50 kN, ce qui fait que cette force-là va avoir un bras de levier nul par rapport à B, et on l'élimine aussi dans les calculs. Donc, on va simplifier nos calculs. Dans nos calculs, il va rester uniquement deux forces, la force externe de 100 kN et la réaction d'appui V1. Donc, pour faire la sommation des moments par rapport à B, on a besoin de connaître le bras de levier de notre force externe de 100 kN par rapport au point B. Donc, si vous regardez l'illustration en bas à droite, graphiquement, je pourrais trouver le bras de levier de ma force de 100 kN par rapport à mon point B en prolongeant l'axe qui passe par ma force de 100 kN, c'est la ligne pointillée supérieure sur l'illustration, et en traçant une ligne parallèle à ça qui passe par le point B. Donc, c'est la ligne pointillée sur la partie inférieure de l'illustration. Je vais me tracer une droite qui est perpendiculaire à ces deux lignes pointillées-là parallèles, et je vais mesurer la longueur de cette droite-là. Donc, si je fais ça à l'échelle, ou je peux le faire aussi de façon arithmétique, je vais trouver que la distance entre mes deux lignes pointillées est égale à 2,12 mètres, ce qui signifie que ma force de 100 kN a un bras de levier de 2,12 mètres par rapport au point B. Donc, si je fais la sommation des moments par rapport au point B, c'est ce que je vais avoir ici en bas à gauche de l'écran. Donc, je vais avoir, en consultant le diagramme de corps libre, je vais avoir ma force de 100 kN fois son bras de levier de 2,12 mètres qui va créer une rotation dans le sens antihoraire par rapport au point B. Donc, qui va me donner un moment positif. Et je vais avoir aussi ma force V1 qui a un bras de levier de 4 mètres par rapport au point B et qui produit une rotation dans le sens horaire, donc ça va me donner un moment de moins V1 fois 4 mètres. Les trois autres forces appliquées sur ma structure, c'est-à-dire la force externe de 50 kN et mes deux réactions inconnues H1 et F2, n'interviennent pas dans cette équation car leur bras de levier est nul. Donc, à partir de cette équation-là, j'ai seulement un inconnu, donc ça va être facile d'isoler la valeur de V1. Donc, je vais obtenir, comme on voit en bas de l'écran, que V1 est égal à 100 kN fois 2,12 mètres divisé par 4 mètres. Donc, ma réaction d'appui V1 va être égale à 53 kN. Dans le calcul précédent, on a calculé le bras de levier de notre force externe inclinée à 45 degrés de 100 kN par rapport au point B. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec les calculs géométriques,
ça peut être assez fastidieux de calculer ce bras de levier-là. Donc, dans tous les cas, on peut décomposer une force en plusieurs constituantes. Donc, ça va souvent être pratique de décomposer une force comme ça en deux composantes orthogonales, une verticale et une horizontale, qui va simplifier beaucoup là, le calcul des bras de levier. Donc, pour notre exemple, notre force de 100 kN inclinée à 45 degrés, on pourrait la décomposer en deux composantes. Une composante verticale qui est égale à 100 kN fois sinus 45 degrés, donc 70,7 kN, et qui est dirigée vers le bas, comme illustré sur le diagramme de corps libre, et une composante horizontale qui est égale à 100 kN fois cosinus de 45 degrés, donc qui est aussi égale à 70,7 kN, et qui, dans ce cas-là, est dirigée vers la gauche, comme on voit aussi sur le diagramme de corps libre. Donc, nos deux forces de 70,7 kN, verticale et horizontale, appliquées sur notre nœud, vont avoir exactement le même effet que notre charge inclinée de 100 kN. Donc, si on calcule la sommation des moments par rapport au point B avec ces deux charges-là, on va avoir l'expression suivante. On va voir que la sommation des moments par rapport au point B est égale à 70,7 kN, notre charge externe verticale, fois son bras de levier qui est égal à 2 mètres, qui va créer un moment positif parce que la rotation par rapport au point B se le fait dans le sens horaire. Le deuxième terme de notre équation va être donné par la force horizontale au nœud de 70,7 kN fois son bras de levier de 1 mètre, qui va nous donner aussi un moment positif parce que la rotation est dans le sens anti-horaire. Et finalement, on va avoir la réaction des puits inconnus V1 fois son bras de levier de 4 mètres, qui va nous donner un moment positif car la rotation est dans le sens horaire et qui va nous donner le troisième terme de notre équation. Donc, on veut que tout ça soit égal à 0. Je rappelle que les forces inconnues H1 et F2, ainsi que la force externe de 50 kN, n'interviennent pas dans notre calcul car leurs bras de levier sont nuls. Donc, à partir de l'équation de la sommation des moments égale à 0, on peut directement isoler la valeur de V1 et on va trouver que V1 est égal à 141,4 plus 70,7 kN divisé par 4 mètres. Donc, ça va me donner une réaction d'appui de 53 kN dirigée vers le haut. Donc, c'est évidemment exactement la même réaction d'appui que l'on a obtenue précédemment lorsqu'on a pris en compte la charge inclinée de 100 kN dans nos calculs. L'inconnu H1 peut être obtenu facilement en calculant le moment par rapport au point C, qui est illustré ici à l'écran sur le diagramme de corps libre. Donc, en faisant la sommation des moments par rapport au point C, je vais avoir ma force inconnue V1 fois son bras de levier 2 mètres qui va créer un moment positif. Je vais avoir également la charge verticale soit de 70,7 kN fois son bras de levier de 2 mètres qui va créer un moment négatif. La charge horizontale de 70,7 kN fois son bras de levier de 1 mètre qui va créer un moment négatif. Et finalement, la charge externe de 50 kN fois son bras de levier de 4 mètres qui va former également un moment négatif. Donc, tout ça va être égal à 0. Dans ce cas-là, ma réaction d'appui de 53 kN n'intervient pas car son bras de levier est nul, de même que ma force inconnue F2 qui n'intervient pas non plus car son bras de levier est nul. Donc, si je prends l'équation qui est illustrée à l'écran et que j'isole H1, je vais trouver que H1 est égal à 206 kN, donc ça va me donner ma deuxième réaction d'appui inconnu H1. Finalement, la dernière réaction d'appui inconnu F2 peut être obtenue en calculant le moment par rapport au point A qui est illustré sur le diagramme de corps libre. Donc, si on fait la sommation des moments par rapport au point A, on a notre force inconnue F2 qui a un bras de levier de 1,79 m par rapport au point A. On a en bas à gauche l'illustration du calcul du bras de levier. Ensuite, on a notre force externe de 70,7 kN dirigée vers le bas fois son bras de levier de 2 mètres qui crée un moment négatif, qui est le deuxième terme de notre équation. Le troisième terme de notre équation, c'est la force horizontale de 70,7 kN fois son bras de levier de 1 mètre qui crée également un moment positif. Et puis finalement, on a notre charge externe de 50 kN fois son bras de levier de 4 mètres qui crée un moment négatif. Et la sommation de ces quatre moments-là doit être égale à 0. Donc, si on isole F2
Dans cette équation, on trouve que F2 est égal à 151 kN, donc c'est la dernière réaction d'appui qui nous manquait. Pour s'assurer que nos résultats sont bons, on pourrait aussi vérifier que la résultante des forces est nulle dans les deux axes horizontaux et verticaux. Donc, si je fais la sommation des forces horizontales, j'aurais que la sommation des forces horizontales est égale à 206 kN, la réaction d'appui horizontale à l'appui inférieur, moins 151 kN fois le cosinus de 26,56 degrés, qui correspond à la composante horizontale de ma force F2, qui est inclinée de 26,56 degrés par rapport à l'horizontale, et puis moins 70,7 kN, qui correspond à la composante horizontale appliquée sur le nœud supérieur du treillis. Donc, tout ça va être égal à 0. Donc, ça confirme que je suis en équilibre statique translationnel par rapport à l'axe horizontal. Maintenant, si je fais la sommation des forces verticales, ben, je vais avoir 53 kN, qui est ma réaction d'appui V1, en bas à gauche de mon treillis, plus 151 kN fois le sinus de 26,56 degrés, qui correspond à la composante verticale de ma réaction d'appui F2 au sommet du treillis, moins 70,7 kN, qui est la force externe exercée au nœud supérieur du treillis et qui est négative car elle est dirigée vers le bas, moins 50 kN, qui est la charge externe appliquée à l'extrémité du treillis, qui est également négative parce qu'elle est dirigée vers le bas. Donc, si j'additionne ces quatre valeurs-là, je vais obtenir que la somme des quatre valeurs est égale à 0, ce qui confirme également que j'ai l'équilibre translationnel dans le sens vertical. Donc, c'est simplement une vérification qui me permet de m'assurer que mes calculs étaient exacts et que ma structure est bien en équilibre statique translationnel. Si on le souhaite, on pourrait également remplacer les deux réactions d'appui au point A par une force résultante équivalente. Donc, c'est ce qu'on voit ici en bas à gauche de l'écran. Si on trace le polygone de force au point A, on a une force verticale de 53 kN avec une force horizontale de 206 kN qui correspondent aux deux réactions d'appui. Donc, si on fait l'addition vectorielle de ces deux forces-là, on va obtenir une force résultante de 213 kN qui est inclinée de 14,4 degrés par rapport à l'horizontale. C'est la force qui est représentée en bleu ici sur le polygone de force. Donc, sur notre diagramme de corps libre, on pourrait remplacer nos deux réactions d'appui V1 et H1 par une force résultante équivalente de 213 kN inclinée à 14,4 degrés par rapport à l'horizontale. On pourrait aussi poursuivre le même raisonnement en remplaçant les deux forces externes, c'est-à-dire la force de 100 kN inclinée à 45 degrés, ainsi que la force verticale de 50 kN, par une force résultante équivalente. Donc, en bas à gauche de l'écran, on a le polygone de force où on voit l'addition vectorielle de ces deux forces-là. Donc, on s'aperçoit que si on additionne de façon vectorielle notre force de 50 kN et celle de 100 kN, on obtient une force résultante qui a une intensité de 140 kN et qui est inclinée de 59,6 degrés par rapport à l'horizontale. Il nous reste maintenant à trouver la position de l'axe par lequel passe la force résultante équivalente qu'on vient de calculer. Donc, on va faire ça, comme on a vu précédemment, en faisant la sommation des moments par rapport à un point quelconque de l'espace. Dans notre exemple, nous avons choisi de faire la sommation des moments par rapport au point A, car de cette façon, on simplifie le calcul, puisque le bras de levier de la composante de 100 kN est nul. Donc, si on regarde à droite de l'écran, on a les diagrammes de corps libre. Donc, en haut à gauche, on a le diagramme de corps libre qui représente les deux charges externes de 100 et de 50 kN. Donc, on voit que par rapport au point A, le point A passe sur l'axe de la charge de 100 kN. Donc, la charge de 100 kN ne va pas intervenir dans notre calcul. Et en bas à droite, on a le diagramme de corps libre en remplaçant nos deux charges externes par une charge résultante équivalente de 140 kN qui est inclinée à 59,6 degrés par rapport à l'horizontale. Donc, ce qu'on veut déterminer, c'est le bras de levier de cette force-là par rapport au point A. Donc, c'est la distance D qui est représentée ici sur le schéma. Donc, si on fait la sommation des moments par rapport au point A, en considérant le diagramme de corps libre
en bas à droite de l'écran, ben, on a que le moment par rapport au point A est égal à notre force résultante équivalente, 140 kN fois son bras de levier D. Et si, maintenant, on considère le diagramme de corps libre qui est illustré dans le coin supérieur droit de l'écran avec nos deux charges externes, bien, si on fait la sommation des moments par rapport au point A, notre moment va être égal à 50 kN fois son bras de levier fois 2 mètres. Donc, ces deux moments-là doivent être égaux. Donc, on a que 140 kN fois D doit être égal à 50 kN fois 2 mètres. En isolant la valeur de D dans cette équation, on trouve facilement que D est égal à 50 kN fois 2 mètres divisé par 140 kN. Donc, on trouve que notre charge résultante, équivalente de 140 kN, doit être placée à une distance de 0,71 mètres du point A pour exercer le même effet que nos deux charges externes de 100 et de 50 kN. Toujours en poussant le même raisonnement, on pourrait tracer le diagramme de corps libre de la structure en remplaçant les deux charges externes par la charge résultante équivalente. C'est ce qu'on a illustré ici en bas à droite de l'écran. Donc, sur notre diagramme de corps libre, on a une charge externe résultante équivalente, la charge de 140 kN, et on a deux réactions d'appui de 213 et 151 kN respectivement. Donc, si on trace le polygone de ces trois forces-là qui sollicitent notre structure, on peut vérifier que, conformément à la loi de l'équilibre statique, la somme vectorielle des forces est évidemment nulle. Donc, si on additionne la force de 140 kN, celle de 151 et celle de 213 kN, on a un polygone de force fermé, ce qui signifie que la structure est en équilibre statique. En examinant le diagramme de corps libre qui est illustré à l'écran, on constate également que les trois forces qui sollicitent notre structure, à savoir la charge externe de 140 kN et les deux réactions d'appui, sont situées le long de trois axes qui se croisent en un point, le point A illustré sur le diagramme. Cette constatation nous amène à formuler une règle générale qui s'énonce comme suit. Lorsqu'une structure est sollicitée par trois forces dont deux ne sont pas parallèles, ces trois forces sont forcément situées sur des axes qui se croisent en un point. On va voir plus tard dans le cours que cette règle-là va être souvent utile lorsqu'on va vouloir concevoir des structures efficaces. Pour obtenir une quatrième condition d'équilibre, on doit en fait tracer le diagramme de corps libre sur une section tronquée de la structure, c'est-à-dire on va garder seulement la partie de la poutre qui est située à gauche ou à droite de la rotule. Donc, c'est ce qu'on a illustré ici à l'écran. Donc, en haut, on a le diagramme de corps libre de la partie tronquée à la gauche de la rotule. Et en bas, on a le diagramme de corps libre de la partie tronquée de la poutre située à droite de la rotule. Donc, sur notre diagramme de corps libre des sections tronquées, on va indiquer aussi des efforts internes, qui sont les efforts internes A et B, qui sont représentés en vert sur les diagrammes, qui représentent l'effet qu'exerce la partie de la structure qu'on a enlevée sur la partie de la structure tronquée qu'on va analyser. Donc, par exemple, si on regarde le diagramme de corps libre en haut de l'écran, on s'aperçoit que la partie droite de la poutre pourrait exercer deux efforts, A et B, sur la partie gauche, de façon à préserver son équilibre statique selon le principe d'action-réaction. Hein, si la partie gauche pousse sur la partie droite, c'est-à-dire que la partie droite pousse également sur la partie gauche. On aurait la même chose en bas. Hein, sur le diagramme de corps libre de la section tronquée à droite, on a encore là deux efforts A et B qui s'appliquent au niveau de la rotule, au point A, et qui représentent les efforts exercés par la partie gauche de la structure sur la partie droite pour préserver l'équilibre statique. Donc, si on considère les sections tronquées, soit la section à gauche ou à droite de la rotule, on sait que par définition, un moment à une rotule doit être égal à 0 parce que c'est par définition une rotule peut transmettre aucun effort de flexion. Donc, on sait que sur chacune de ces deux sections tronquées-là, on a que la sommation des moments à la rotule, c'est-à-dire au point A, doit être égale à 0. Prenons un exemple. On voit ici à l'écran une poutre qui contient une charge externe de 100 kN et on veut calculer les réactions d'appui pour cette poutre.
Donc, la première étape, comme toujours, consiste à tracer le diagramme de corps libre de la structure entière. Donc, sur notre diagramme de corps libre, on a notre structure, on a la charge externe de 100 kN et on a nos réactions d'appui. On a une réaction d'appui horizontale H à l'appui gauche et on a trois réactions d'appui verticales V1, V2 et V3 à chacun des trois appuis. Donc, on constate que nous avons quatre réactions d'appui, c'est-à-dire H, V1, V2 et V3, mais seulement trois équations d'équilibre qui veulent que la sommation des forces horizontales égale à 0, sommation des forces verticales égale à 0 et la sommation des moments égale à 0, ce qui suggère que notre structure est hyperstatique. Pour obtenir une quatrième condition d'équilibre, on doit en fait tracer le diagramme de corps libre sur une section tronquée de la structure, c'est-à-dire on va garder seulement la partie de la poutre qui est située à gauche ou à droite de la rotule. Donc, c'est ce qu'on a illustré ici à l'écran. Donc, en haut, on a le diagramme de corps libre de la partie tronquée à la gauche de la rotule. Et en bas, on a le diagramme de corps libre de la partie tronquée de la poutre située à droite de la rotule. Donc, sur notre diagramme de corps libre des sections tronquées, on va indiquer aussi des efforts internes, qui sont les efforts internes A et B, qui sont représentés en vert sur les diagrammes, qui représentent l'effet qu'exerce la partie de la structure qu'on a enlevée sur la partie de la structure tronquée qu'on va analyser. Donc, par exemple, si on regarde le diagramme de corps libre en haut de l'écran, on s'aperçoit que la partie droite de la poutre pourrait exercer deux efforts, A et B, sur la partie gauche, de façon à préserver son équilibre statique selon le principe d'action-réaction. Si la partie gauche pousse sur la partie droite, c'est-à-dire que la partie droite pousse également sur la partie gauche. On aurait la même chose en bas. Sur le diagramme de corps libre de la section tronquée à droite, on a encore là deux efforts A et B qui s'appliquent au niveau de la rotule, au point A, et qui représentent les efforts exercés par la partie gauche de la structure sur la partie droite pour préserver l'équilibre statique. Donc, si on considère les sections tronquées, soit la section à gauche ou à droite de la rotule, on sait que par définition, un moment à une rotule doit être égal à 0 parce que c'est par définition une rotule peut transmettre aucun effort de flexion. Donc, on sait que sur chacune de ces deux sections tronquées-là, on a que la sommation des moments à la rotule, c'est-à-dire au point A, doit être égale à 0. On peut choisir indifféremment la partie gauche ou la partie droite de la structure, on obtiendra évidemment le même résultat. Cependant, un choix judicieux de la partie retenue facilitera souvent la résolution numérique. Pour cet exemple, la solution devient très simple si on retient la partie gauche de la structure. Par contre, pour fin de démonstration, nous choisirons la partie droite qui nous conduit à une résolution un petit peu plus difficile, mais plus générale. Donc, si on considère le diagramme de corps libre de la structure entière, on trouve que en faisant la sommation des forces horizontales, on sait que la sommation des forces horizontales doit être égale à 0. Dans ce cas-là, comme il n'y a aucune charge externe horizontale, on trouve facilement que notre réaction d'appui H doit être égale à 0. Ensuite, on va faire la sommation des moments par rapport à un point qui passe au moins par une force inconnue. Donc, dans ce cas-là, on a choisi le point B qui est au-dessus de l'appui gauche de la poutre. Donc, si on fait la sommation des moments par rapport au point B, on a notre charge externe de 100 kN qui a un bras de levier de 4 mètres, donc qui exerce un moment de 100 kN x 4 mètres, qui va produire une rotation dans le sens horaire, donc ce moment négatif. On a notre réaction d'appui V2 qui va produire un moment positif par rapport à B qui est égal à V2 fois 12 mètres, son bras de levier. Et on a notre force, notre réaction d'appui V3 qui a un bras de levier de 18 mètres par rapport au point B et qui va aussi créer un moment positif égal à V3 fois 18 mètres par rapport au point B. Donc la sommation de ces trois moments-là doit être égale à 0. Dans cette équation, on a deux inconnus qui sont V2 et V3. Donc, si on réarrange les termes de notre équation, on va trouver que 12 V2
plus 18 V3 est égal à 400. C'est ce qu'on va appeler ici notre équation 1. Diagramme de corps libre de la structure partielle située à droite de la rotule, on a le diagramme de corps libre suivant. Donc, si on fait la sommation des moments à la rotule, c'est-à-dire la sommation des moments au point A, on a que la sommation des moments est égale à V2 fois son bras de levier 4 mètres, plus V3 fois son bras de levier 10 mètres, et on sait que la sommation des moments doit être égale à 0. Prenez note que dans ce cas-là, on a deux efforts internes inconnus A et B qui représentent l'action qu'exerce la partie gauche de la poutre sur la partie droite. Donc, on ne les connaît pas, mais étant donné qu'on fait la sommation des moments au point A, le bras de levier de ces deux efforts inconnus est égal à 0, donc ils n'interviennent pas dans le calcul des moments. Donc, à partir de l'équation qui est à l'écran, on peut réarranger les termes pour obtenir l'équation 2 qui va se lire ainsi. On va avoir que 4V2 plus 10V3 est égal à 0. Nous avons maintenant un système de deux équations à deux inconnus, V2 et V3, que nous pouvons résoudre. Donc, on a reproduit à l'écran ici les deux équations 1 et 2 qu'on a déjà trouvées. Donc, si on isole V2 dans l'équation 2, on va obtenir que V2 va être égal à moins 10 V3 divisé par 4. Donc, V2 va être égal à moins 2,5 V3. Et on va appeler ça l'équation 3. Donc, en substituant l'équation 3 dans l'équation 1, on va trouver qu'on a 12 fois V2. Donc, 12 fois V2, si je ramène l'expression de V2 qu'on a trouvée dans l'équation 3, ça va me donner moins 30 V3 plus 18 V3 est égal à 400, ce qui me donne l'équation 4. Donc, à partir de cette équation-là, je vais pouvoir isoler la valeur de V3. Donc, je vais trouver que V3 est égal à 400 divisé par moins 12. Donc, V3 est égal à moins 33,33 kN. En substituant la valeur de V3 dans l'équation 1, on trouve que 12V2 plus 18V3 est égal à 400. Donc 12V2 plus 18 fois moins 33,33 kN, la valeur de V3 qu'on connaît maintenant, donne 400. Donc si on isole V2, on va voir que V2 est égal à 400 plus 600 divisé par 12. Donc V2 est égal à 83,33 kN. On obtient finalement la dernière inconnue V1 en faisant la sommation des forces verticales. Donc, la sommation des forces verticales va nous donner que V1 plus V2 plus V3, moins 100 kN, la charge externe dirigée vers le bas, doit être égale à 0. Donc, on trouve que V1 est égal à 100 moins V2 moins V3. Donc, V1 va être égal à 100 moins 83,33 moins 33,33. Donc, V1 va être égal à 50 kN. Pour conclure, la figure ci-dessus va donc illustrer les réactions d'appui. Donc, on a maintenant trouvé toutes nos réactions d'appui. On a trois réactions d'appui. À l'appui gauche, on a une réaction d'appui de 50 kN vers le haut. Au deuxième appui, on a une réaction d'appui aussi de 83,33 kN vers le haut. Et à l'appui droite, on a une réaction de 33,33 kN. Mais cette réaction d'appui-là est dirigée vers le bas parce que le calcul précédent nous donnait une valeur négative. Finalement, on peut faire une dernière vérification en regardant l'équilibre statique de la partie tronquée à gauche de la rotule. Donc, on a le diagramme de corps libre qui est illustré ici à l'écran. Donc, si on veut s'assurer que nos calculs sont exacts, on peut vérifier que l'équilibre statique de cette partie est assuré en faisant la sommation des moments par rapport au point A. Donc, si on fait la sommation des moments par rapport au point A, on a une réaction de 50 kN qui est multiplié par son bras de levier de 8 mètres et qui crée un moment de rotation négatif par rapport au point A. Et puis, on a notre charge externe de 100 kN multiplié par son bras de levier de 4 mètres qui va créer un moment positif par rapport au point A. Donc, on a que moins 50 kN fois 8 mètres plus 100 kN fois 4 mètres, ça donne évidemment 0. Donc, ça confirme qu'on est en équilibre statique. Si vous regardez le diagramme de corps libre, on s'aperçoit que si on faisait la sommation des forces verticales égale à 0, on a une force externe de 100 kN dirigée vers le bas et on a notre réaction d'appui de 50 kN dirigée vers le haut. Donc, ça signifie que l'effort interne dans notre membrure, l'effort B, qui est représenté en vert à droite de l'écran, cet effort-là serait égal à 50 kN. Donc, ça signifie que la partie droite de la poutre
pousse sur la partie gauche avec une force de 50 kN vers le haut pour préserver l'équilibre statique. On s'aperçoit aussi que si au tout départ, on avait gardé la partie gauche plutôt que la partie droite pour démarrer notre analyse, ben à ce moment-là, en faisant l'équilibre statique de la partie gauche de la poutre, on aurait eu notre effort inconnu V1 et ça aurait été le seul effort inconnu là-dessus. Donc, si on avait commencé avec la partie gauche de la poutre plutôt que la partie droite comme on a fait, bon, on aurait trouvé V1 directement. On aurait trouvé facilement que V1 est égal à 50 kN et le reste aurait été plus facile. Donc, ça termine cette présentation sur le calcul des réactions d'appui.